Je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Julie Renard. Je suis membre de Poitiers Collectif. Poitiers Collectif, qui est un collectif citoyen qui a remporté les élections en 2020. Je suis donc maintenant adjointe à la maire de Poitiers. Et puis, je fais partie d'un collectif d'accompagnateurs et accompagnatrices. Le collectif s'appelle la Horde de Fréquences Communes. Salut, moi je m'appelle Nicolas Bourdeau. Ça fait 5-6 ans que je travaille sur les questions de mobilisation citoyenne, plutôt politique, mais plutôt en dehors des partis politiques. Voilà. J'ai notamment travaillé avec la primaire populaire, pour celles et ceux qui en avaient entendu parler. Et ça fait 1 an que je fais partie du collectif de la Horde de Fréquences Communes. Donc cet atelier s'appelle « Parcours d'une liste de l'impulsion initiale aux élections ». On va vous faire en grandeur nature. En fait, j'imagine que vous connaissez toutes et tous cette Bible d'action commune qui s'appelle « La mairie est à vous ». C'est des fiches un peu de l'impulsion jusqu'à le fait d'être élu dans une liste citoyenne et participative, comment on fait les choses un peu différemment. Et donc, une des premières fiches là-dedans, c'est un peu, avec les expériences qu'on a depuis 2020 et de Saillant aussi avant, un parcours de liste un peu idéal, mais en même temps qui s'adapte, qui est adapté à plein d'endroits. Et donc, on va vous faire ce parcours-là un peu en grandeur nature. En théâtre, exactement, mais c'est vous les acteurs, c'est pas nous. Ce qu'on observe, c'est quand même le plus souvent, les collectifs, il y a une envie de changement qui est déclenchée beaucoup par un projet inutile ou alors une énième décision du maire tout seul. Tout à l'heure, j'avais un monsieur au téléphone et il me disait, mais en fait, il y a eu un projet, puis il y en a eu un autre, puis là, il y a eu un projet de développement économique sur un terrain agricole. Et en fait, les gens, ils en avaient trop marre. Donc, il y a plein de gens qui se sont mobilisés contre ça. Et du coup, il y a eu une envie de changement qui a créé ce collectif, au départ, qui était de 3-4 personnes. Et peut-être l'envie de changement, c'est aussi, il y en a marre, enfin nous à Poitiers par exemple, c'est qu'on avait un maire socialiste qui était là depuis 4 mandats. Voilà, en soi, il faisait pas de mal à la ville, mais c'était un peu plan-plan, quoi. C'était un peu plan-plan et on avait envie de changement. C'est pas une grosse révolution qu'on cherchait, mais on avait envie de repimper un peu la ville, en tout cas à Poitiers, qui est une ville dynamique, qui est une ville très étudiante. Donc voilà, on avait vraiment envie de ça. Donc voilà, ça peut venir d'une bataille, mais aussi d'un ras-le-bol à un moment donné, quoi. Carrément. Et du coup, ces 3-4 personnes-là, elles vont se rencontrer. Donc, j'invite 3-4 personnes du public qui en ont marre dans leur commune à venir ici et à faire les 3-4 personnes du départ qui se disent, bon, on se retrouve autour d'un apéro, autour d'un petit temps chez quelqu'un. Voilà, monsieur en a marre. Et peut-être une femme qui en a marre aussi. Ouais. Ah, voilà. Allez. OK. Allez. Trop bien. OK, donc là, vous discutez, vous êtes assis autour d'une table avec quelque chose à picorer, et voilà. Et vous discutez de votre collectif, de dire, ce serait quand même cool si ça changeait dans la commune, tout ça. Et puis, au fur et à mesure, vous dites, bon, si on a envie de faire quelque chose, à 3-4, c'est super, mais si on était plus, ce serait encore mieux, pour faire bouger les lignes. Et du coup, vous allez aller chercher d'autres personnes dans le public. Donc là, c'est le moment où vous avez un peu défini quelques lignes entre vous, et vous allez vous dire, bah, tiens, je pense à des amis, je pense à une connaissance qui serait peut-être intéressée pour nous rejoindre et pour discuter. Voilà, pour établir un petit peu un groupe humain qui a envie de se bouger. Donc allez-y, allez chercher dans le public d'autres personnes. Une personne chacune. Voilà, ils sont convaincus hyper vite. Voilà, donc les personnes sont extraordinairement réceptives aujourd'hui, c'est incroyable. Voilà, donc là on se retrouve avec une dizaine, quinzaine de personnes. Et en général, ça va être un peu le collectif de base, le noyau pour la suite du collectif. Et donc là, progressivement, vous allez commencer à discuter de qu'est-ce qui fait l'identité de ce collectif. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve là? Ok, il y a eu ce ras-le-bol un peu, mais peut-être qu'il y a des valeurs qui nous portent derrière, des valeurs de partage des richesses, de justice sociale, d'écologie, de bien-être, etc. Et donc là, ça va être le moment d'établir un bout de projet politique, de définir quelques lignes ou une raison d'être.
moi j'aime bien dire raison d'être pour un collectif, en tout cas une chose qui fait que notre collectif il existe. Et ce qui est bien, c'est qu'écrire cette raison d'être, ça nous permet de nous donner un peu de clarté entre nous et pour d'autres personnes qui voudraient nous rejoindre, d'avoir un peu l'identité assez claire. Donc il y en a plein, je sais, qui ont déjà établi leur raison d'être, d'où ça, je le sais particulièrement, mais voilà. Et après, cette raison d'être, elle peut avoir plein de formes. Non, je sais pas. Non, après, c'est raison d'être, charte, voilà, ça peut avoir. Enfin, là, il n'y a pas de choses type, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est important pour vous de noter et d'écrire ou de dessiner, mais en tout cas, où vous soyez tous raccords avec ça. Quand on fait les accompagnements, là, par exemple, il y a un petit truc, il y a plusieurs moments où c'est un peu irritant pour certaines listes. Par exemple, est-ce qu'on met qu'on est de gauche ou pas? Voilà. Nous, on n'a pas de recette, hein, mais voilà, cette question-là, elle revient assez systématiquement. C'était quoi, vous? C'était quoi? Il y avait un truc qui grattait? Si on parle vraiment de radicalité écologique, par exemple, pour certains collectifs. Voilà. Ça permet de poser le curseur aussi entre vous, où est-ce que vous allez aller et jusqu'où vous voulez aller. Il faut se dire que cette raison d'être, elle est importante à ce moment-là, mais elle peut bouger. C'est aussi important que plus vous êtes nombreux, plus vous avez à avoir besoin d'en rediscuter avec d'autres personnes qui arrivent, qui d'autres, enfin, peut-être pas d'autres points de vue complètement opposés, mais en tout cas, ça se re-questionne. C'est pas gravé dans le marbre, quoi. C'est important. Et ça se questionne aussi. La question, c'est savoir si ça reste entre vous, entre le collectif, ou si vous en faites la promotion. Et après, il peut y avoir un peu deux textes différents entre ce que vous affichez sur votre site et puis vraiment le cœur, la raison d'être un peu cœur que vous pouvez garder juste pour vous, quoi. Voilà. Peut-être une version un peu édulcorée si vous voulez le mettre sur un site ou ou sur des affiches ou sur des tracts. Mais voilà. Mais c'est important de se mettre d'accord à ce moment-là. Ouais, l'idée, c'est de ne pas passer trop de temps sur le texte exact, parfait, au mot près, précis, qui en fait après va être un peu transformé pour la com, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des collectifs qui font 3 lignes, d'autres qui font un schéma, d'autres qui font 3 pages. Nous, à Grenoble, ah oui, je fais partie d'une liste citoyenne aussi qui s'appelle Grenoble Alpes Collectif. Et à Grenoble, au départ, ils faisaient une demi-page. Ça nous a permis d'agréger le premier noyau de 15 personnes et d'être sûr que parmi ces 15-là, on était en sécurité, on avait les mêmes valeurs, etc. Et après, on a réécrit avec ces 15-là une raison d'être plus aboutie qui fait 2 pages et après avec quelques définitions en plus, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce? C'est OK? C'est clair sur ouais. Est-ce que cette raison d'être, elle apparaît dès les premières discussions ou il arrive qu'il y ait des ateliers et d'autres choses avant de définir cette raison d'être? Tu veux dire, est-ce qu'on le travaille collectivement ensemble? Ben, en fait, c'est pour ça que nous, on dit qu'il faut le faire assez rapidement. C'est toujours plus facile. C'est souvent un texte. Un texte, une fois que tu es 25, 30, c'est galère de se mettre d'accord sur un texte. Et que, voilà, là, si tu arrives à 10, 15, c'est bien. Tu arrives à te mettre à peu près d'accord sur un texte. Donc, oui, tu peux le faire avec des ateliers si tu veux. Mais c'est souvent un peu les tripes du collectif. Donc, c'est un truc qui arrive assez vite, quoi. Enfin, à Poitiers, c'est très vite, c'est démocratie, justice sociale, écologie. Enfin, tu vois, là-dessus, c'est clair, quoi. C'est ouvert à tout le monde. Que quand tu rentres dans les réunions, tu déposes ta casquette à l'entrée. T'es représentant que toi-même. Après, on peut se dire aussi que c'est une étape où peut-être les 10, les 10, 15, ils seront pas d'accord. Ça, c'est possible. Et que du coup, il y en a un qui dit non, mais moi, je suis pas OK avec justice sociale, démocratie et écologie. Mais voilà, après, c'est à ça que ça sert, quoi. Mais c'est ça, ça permet de définir un peu une membrane déjà. Après, on peut établir des processus d'entrée dans le collectif et de sortie. Mais déjà, ça fait un peu une membrane de s'il y a une personne qui ne se reconnaissent pas. Et souvent, il y a est-ce qu'il y a des personnes avec des valeurs d'extrême droite qui peuvent faire partie des listes participatives, etc. En général, si déjà on a établi quelques valeurs en commun où nous, il y a respect et culture de la diversité avec les critères de diversité française, etc. En vrai, les personnes qui portent des valeurs de rejet de l'autre, etc., elles ne s'y reconnaissent pas juste. Donc ça commence à créer déjà un peu une membrane. Oui, je me pose des questions sur ces étapes et leur reproductibilité dans certains contextes et milieux, notamment moins intellectuels,
où définir des choses, organiser des réunions se passe pas forcément de la même manière, et le formalisme de tout ça. Alors, on va pas se mentir, les 10-15 là vont pas être hyper diversifiés. Puisque les 3-4 là, ils se connaissaient déjà, ils ont fait un apéro et puis ils ont été chercher leur premier cercle en vrai. Donc du coup, là, on n'est pas au stade où c'est hyper divers, En général. en général. Non, mais je préfère être très cash. Enfin, voilà. Enfin, c'est en général dans nous ce qu'on observe dans les collectifs. Moi, je vois Angoulême, à Grenoble. Enfin, il y a plein d'endroits où on essaye d'avoir cette diversité au départ et c'était pas forcément évident. Et après, il y a d'autres milieux, des milieux ruraux où moi j'ai bossé avec des agriculteurs aussi. Franchement, mettre des trucs sur le papier, il y en a, ça leur parle pas du tout. Alors rester 2 heures sur une chaise, c'est pas le sujet, quoi. C'est sûr. Et en même temps, le but c'est d'avoir une discussion autour de ça et que les valeurs soient claires. Moi, je pense dans des régions par chez moi là-bas, en vrai, c'est juste avoir une discussion et on est d'accord quand on est sur du respect de la nature et des choses comme ça. Et même si c'est pas écrit parfaitement pour tout le monde, c'est Ouais. Ça peut être juste des tirets avec des grandes valeurs sur lesquelles vous êtes d'accord, quoi. Moi, je me pose la question, je suis dans une toute petite commune, vraiment toute petite. Ben, officiellement 200 habitants, mais en vrai, à l'année, c'est 30 habitants. Donc le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui votent en résidence secondaire aussi, donc déjà il y a ça. Mais du coup, il y a une volonté de monter une liste collective, sauf que là, c'est extrêmement diversifié. C'est juste une volonté d'avoir une opposition par rapport au maire, mais ce sont des gens qui sont pas d'accord et en fait qui peuvent penser avoir ces valeurs-là de démocratie, de justice sociale et d'écologie, sauf que c'est une question de, par exemple, sur la question des agriculteurs, il y en a pour eux la justice sociale, elle met de côté l'écologie à plein d'endroits et inversement. Certaines formes de volonté écologique mettent la question de la diversité sociale. Et en fait, c'est pas. J'ai l'impression que même avec des valeurs comme ça, quand on commence à passer aux étapes d'après, ça commence à devenir assez compliqué. Donc, je me demande comment on fait pour faire commun quand on est extrêmement différent. Voilà. Ouais, Ça n'attend pas forcément de j'ai réponse. pas de réponse, mais juste là, on en est aux valeurs, quoi. Les valeurs, aujourd'hui, on n'en est pas à l'écriture du programme ou je sais pas, ou du pourquoi. Enfin, faut que vous parliez le même langage. Donc c'est de la base, quoi. Voilà. quitte à se donner des moments de grosses discussions autour de ces sujets, d'auto-formation. Il y a des collectifs comme Parlons Climat ou quoi, des choses qui permettent d'aborder ces sujets-là en abordant ça. Et moi, je fais de la communication non violente aussi. Et le but, c'est de se rejoindre sur les besoins vraiment fondamentaux. Et sur certains sujets, par exemple sur le bien-être, souvent, il y a des choses sur lesquelles on peut se rejoindre vraiment, quoi. Et peut-être commencer par des sujets aussi où, sur la santé de toutes et tous, en fait, on s'y retrouve, quoi. Et j'aurais bien une question qui va un peu dans le même sens. Bon, la commune est un peu plus grande, elle fait 400 habitants. Mais effectivement, là, on parlait d'un groupe, par exemple, d'une quinzaine. Nous, ça dépasse l'effectif du conseil municipal déjà. C'est-à-dire plutôt à quel moment on considère qu'il faut dépasser le cercle uniquement des connaissances. C'est pas tant une question d'effectif, c'est une question un peu de jauge, parce que si vous remplissez votre effectif complet avec juste vos potes, à ce moment-là, bon, il n'y a pas besoin d'élargir beaucoup plus loin, quoi. Ça remplit déjà votre... Ouais, pour clarifier, Ouais, pour clarifier. les 10-15 là, c'est pas les gens qui seront sur la liste. C'est les gens qui font partie du collectif. D'accord. Donc c'est des gens qui ont envie de s'investir dans la commune. Ça veut pas dire qu'ils seront élus à la fin. Enfin, dire tu vois, ça serait trop bien que sur la commune de 400 habitants, ton collectif il fasse 50 personnes, 70, j'en sais rien. Tu vois, je mesure pas, mais en tout cas, ça veut pas dire que c'est les gens qui seront sur la liste. C'est juste l'impulsion première d'un collectif citoyen. Je ne sais pas si c'est intéressant de partager des retours d'expérience, mais moi, je suis sur une commune de 300 habitants. J'ai déclenché des premières discussions. J'ai créé un groupe et on est monté à... Là, j'ai regardé, on est 19 personnes sur ce groupe et on a fait 2 réunions, on était une dizaine max. Mais nos sujets de discussion ne sont pas tant que ça concentrés sur une raison d'être et des valeurs, mais sur des intentions. Est-ce qu'on avait l'intention de s'investir et de quelle forme, etc. Et du coup, ça n'a pas abouti à des choses claires de raison d'être commune ou de projet politique. Et là, on en est déjà passé à une étape d'après,
on va être plus nombreux et moi j'organise un événement avec plus de gens. Et j'ai pas fait cette étape intermédiaire de définir des choses communes parce qu'il y avait presque des débats de stratégie, de pas vouloir définir de choses communes sans en discuter avec d'autres personnes. Nous, ce qu'on préconise, c'est de quand même se mettre d'accord et que la stratégie, elle vient après. Parce que, voilà, parce que, je sais pas comment dire ça. Parce que si tu veux faire partie d'un collectif, il faut savoir pourquoi tu y es. Et qu'est-ce qui t'anime pour faire partie de ces gens-là avant de savoir que tu vas aller faire une soirée ou discuter de tel truc ou, je sais pas, faire du porte-à-porte ou, tu vois, ça, c'est de la stratégie. Pour moi, et encore une fois, faut pas. Enfin, là, on a l'impression d'en faire des caisses sur la raison d'être, mais c'est juste vous êtes OK sur les grandes valeurs sur lesquelles ce que vous allez défendre derrière. Tu vois, enfin, c'est pas un bouquin de 300 pages, c'est vraiment c'est un bullet point où vous êtes OK. Voilà. Et c'est sur comment on accueille les gens, les oppressions systémiques. Enfin, c'est sur les voilà, écologie peut-être oui, non, la santé. Enfin, tu vois, c'est généraliste quoi, mais au moins vous êtes OK pour aller dans cette direction-là. Et est-ce que peut-être, pour bien comprendre, vous étiez sur, au moins j'ai l'impression que vous étiez d'accord sur le fait d'une inclusivité, d'aller chercher et de retrouver d'autres personnes pour rejoindre le collectif? Ouais. Oui, parce qu'on est même en train de proposer de faire un lien dans le groupe WhatsApp du village pour que n'importe qui puisse rejoindre cette conversation. On est vraiment dans cette démarche où on est presque en train de préparer un grand débat et on n'a pas, on porte pas un projet en particulier. Et c'est plutôt l'envie de. Mais je pense peut-être notre raison d'être, c'est juste de la démocratie participative. Elle est peut-être juste méthodologique. Je me rends compte que je fais ça, ça veut juste dire que je suis d'accord. C'est un langage en groupe. Si vous voulez l'utiliser, n'hésitez pas. Et oui, pour moi, il y a quelque chose de ça, de dire on est déjà OK sur le fait qu'on a envie d'ouvrir, que ce collectif soit ouvert et qu'on parle avec tout le monde. Donc il y a déjà ça en fait dans votre raison d'être, mais effectivement, c'est peut-être un peu implicite. Trop bien. Donc là, le collectif d'une dizaine, quinzaine de personnes, vas-y. Eh ben bravo, vous avez fait une première grosse partie du chemin. Il y a 3 grosses parties. Et là, c'est le moment où on peut célébrer un peu parce que c'est hyper important de célébrer à chaque étape. Une fois qu'on a fait ça, du coup, nous, ce qu'on dit, c'est qu'à ce moment-là, on met en place une stratégie. On a un collectif qui est un peu formé. Et là, on met en place qui est-ce qu'on a envie d'aller toucher, comment on va aller chercher. Peut-être étudier un peu aussi, je sais pas, le territoire si vous ne le connaissez pas suffisamment. Tu dis quoi? La sociologie, voilà. Un peu établir tout ça, nos modes d'action, qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc. C'est aussi le moment de commencer à s'organiser. Moi, ce que je vois dans les collectifs, c'est, en tout cas dans mon expérience des dernières années, on établit une raison d'être, on se donne une identité collective, puis on met en place une stratégie de dire qu'est-ce qu'on a envie de faire et comment on va y arriver. Et dans le comment on va y arriver, il y a comment on s'organise pour mettre ça en place. Et donc ça, c'est de la gouvernance. Dans la gouvernance, tu veux faire un dessin ou pas? En gros, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les collectifs à s'organiser en une forme de sociocratie, mais en tout cas par cercle, avec des cercles qui ont pas mal d'autonomie. Et là, par exemple, si vous êtes le collectif là, de la dizaine de personnes du début, qu'est-ce que vous voyez comme cercles qui sont importants, comme groupe de personnes qui doivent travailler par sujet spécifique? Est-ce qu'il y a de la communication peut-être comme ça? Qu'est-ce que vous voyez d'autre comme cercle important? Là, on va se dire, voilà, on est dans une commune de, je sais pas moi, 500 habitants. Ouais, c'est petit. Je sais pas, j'ai fait au pif. La dernière fois, j'avais fait 15 000, on a dit c'est trop gros. Voilà. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il y a comme groupe de travail qui se mettent en place dans ce collectif? Alors, budget, financement. Ouais, vous étiez alignés, parfait. Alors, la communication, ouais. L'enfance, ok. Grand âge. Donc là, on voit qu'il y a des groupes thématiques que nous, pour moi, il y a des groupes de travail qui sont support, la communication, le budget. Et après, il y a des groupes thématiques qui sont un peu impactés sur, voilà, eau, énergie, tout ça. Tout ça, c'est des groupes thématiques.
Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme groupe de fonctions support un peu? Administration, ouais, administratif, logistique, souvent, tout ça fait un peu un truc support. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu disais quoi? Transport, ok, donc là, c'est dans les groupes thématiques. Mobilité, ouais. Agricole. Donc tout ça, c'est des groupes thématiques. Je vous invite à les laisser de côté, enfin dire, ok, il y a un groupe qui doit travailler sur le programme. Participation, organisation. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, selon les collectifs, les groupes de travail, là, ils n'ont pas toujours le même nom, ils n'ont pas toujours la même forme, ils n'ont pas exactement les mêmes périmètres. L'important, c'est de réussir à définir un schéma ensemble et de ne pas y passer 1000 ans, parce qu'on peut s'écharper pendant 1000 ans sur la forme du schéma parfait. Et l'idée, c'est qu'il y a plein de schémas différents. Et en général, ce qu'on invite, c'est aussi de faire un groupe de coordination. En gros, une personne de chaque groupe de travail, de chaque cercle, qui va pouvoir se mettre dans le groupe de coordination, où là va circuler beaucoup d'informations. Et puis, avec ce schéma des différents cercles, on va établir des règles du jeu ensemble, quoi. De comment est-ce qu'on s'organise, qui est-ce qui prend les décisions, à quel moment on les prend, est-ce qu'on fait des assemblées, est-ce que voilà. Donc typiquement, nous à Grenoble, ce qu'on faisait, c'est que on faisait une assemblée, voilà, ouverte à tous les membres du collectif. Donc il fallait passer par un accueil pour être dans la réunion de travail du jeudi. Il y a une réunion par semaine, et là on traite des décisions, voilà, très opérationnelles. Si on a des décisions un petit peu plus stratégiques à faire, eh ben, on mandate des groupes qui vont ramener une proposition pour cet espace-là. Si on a des décisions encore plus grosses à faire qui impactent l'orientation, l'identité du collectif, à ce moment-là, on prévoit un week-end et on prépare bien le week-end pour qu'on prenne une décision avec tous les présentes. Et puis en dessous de ça, il y a beaucoup de décisions en fait qui n'ont pas besoin de tout ce mécanisme. Et sur la communication, par exemple, il y a plein de choses qu'on peut décider juste dans le groupe communication. Peut-être juste pour finir, là, le principe sociocratique, mais je pense qu'il y en a plein qui sont plutôt au fait de ça. L'idée, c'est qu'il y a quand même chaque cercle est plutôt autonome dans sa manière de fonctionner, dans la manière à l'intérieur de décider, juste et avoir la conscience, chaque groupe a conscience que s'il y a un impact sur le reste du groupe, il faut qu'il en passe qui puisse partager l'information au maximum et qu'il en passe par une coordination, voire un espace plus large de décision. Je finis. Nous, à Poitiers Collectif, les décisions, elles se passent tout le temps en plénière, ouvert au public, les grosses décisions. Après, il y a des décisions, genre, est-ce qu'on fait des tracts, des gobelets ou pas. Enfin, voilà, ça se passe ou en com ou en cordo. Mais en tout cas, les décisions stratégiques, la validation de la liste, même pendant le programme, est-ce que dans notre programme on met bus gratuit ou pas? Enfin voilà, ces grosses décisions-là, elles se font en public, avec le public plus qu'en public en fait. Elles se font en plénière avec tous les gens qui sont là. Voilà, mais c'est vraiment, il y a plein de façons de faire et plein de cadres existants. Ma question, c'était sur quelle était la nature de ces décisions, sur quoi elles portent. Là, on parle de groupe de travail pour élaborer un programme, c'est ça? Surtout, en fait. Enfin, sur toute l'organisation du collectif. Là, l'idée, c'est vraiment que sur le fonctionnement du collectif pendant la campagne, mais après, la sociocratie, ça marche pour d'autres organisations. Ouais. Et ben là, on décide de plein de trucs, de mobilisation. Est-ce qu'on va chercher les gens ou pas? Est-ce qu'on fait du porte-à-porte? C'est quoi le calendrier qu'on se donne? Est-ce que la désignation de la liste? Quand est-ce qu'on le fait? Comment on le fait? Sont-ils différents pendant cette période-là? Parce que là, moi, les groupes de travail que je vois sont beaucoup des groupes de travail que je verrais en phase de fonctionnement de la gestion d'une commune. Et je me pose la question, est-ce qu'il y a des groupes de travail spécifiques qui existent qu'en période de campagne, du type certaines mobilisations, construire un programme? Où est-ce que ça se passe? Est-ce que ça se passe qu'en coordo collective? Ou est-ce qu'on délègue des thématiques? Est-ce qu'il y a des communes qui font de la délégation? Ça, c'est vraiment à chaque collectif de décider qu'est-ce qui se décide où. Mais c'est vraiment là où il faut travailler sur sa gouvernance et que ce soit très clair pour tout le monde. Quel périmètre à quel cercle, sa nature. Il y a des cercles qui vont émerger d'un besoin et puis à un moment donné, il aura plus l'utilité, donc il va faire autre chose. Je sais pas, je pense que certaines là dans les collectifs vont faire un cercle
comment on va désigner la liste, méthode de désignation de liste. Puis une fois que ce sera décidé, ben, ce sera décidé. Enfin, ce cercle-là n'aura plus besoin d'être, quoi. Voilà. Donc c'est un fonctionnement très souple, mais il faut de la transparence, il faut aussi de la responsabilité des gens vis-à-vis des autres. Mais voilà, mais au moins ça permet de poser le cadre et de poser les missions des uns et des autres, quoi. Et peut-être moi, typiquement, sur un schéma typique, ce qui me manquerait là, c'est il y a communication. Alors, est-ce qu'on intègre la mobilisation dans la communication? C'est toujours une grande question, mais en tout cas, moi, je vois la mobilisation comme beaucoup les actions de terrain, comment est-ce qu'on va aider les personnes à passer à l'action, et la communication comme comment on va les chercher au-delà de ça. Donc, la première étape, c'est la communication, et une fois qu'elles arrivent, les personnes, on va les chercher avec de la mobilisation. Il pourrait manquer un cercle de travail sur la gouvernance aussi. Mais pareil, c'est souvent un cercle temporaire pour adapter ce schéma-là au fur et à mesure. Alors souvent, c'est la coordo aussi qui s'en occupe. Voilà. Et souvent, on retrouve de toute façon finance, admin, logistique, des choses comme ça. Et ça, ce schéma-là aussi, ça permet aussi d'accueillir des nouvelles personnes. Et en fait, il y a des gens qui aiment réfléchir, qui peuvent passer des heures en réunion à travailler sur la gouvernance, par exemple. Moi, perso, ça me saoule. Mais par contre, aller faire de la mobilisation, ça m'intéresse. Et en fait, en fonction des profils des gens, tu les accueilles et tu leur dis: «OK, tu as envie de faire quoi?» Bah, en fait, moi, je suis bon sur les réseaux sociaux. Bah, très bien. En fait, on a besoin de gens pour la com, donc tu vas aller dans le cercle com. Donc et ça évite d'accueillir les gens dans des grandes réunions qui peuvent être très longues et qui peuvent faire fuir les gens. Enfin voilà, il y a des collectifs où au démarrage, ça peut se passer comme ça, où en fait, on décide tout en plénière, c'est très long et les gens, il y a plein de personnes qui n'aiment pas ça, qui ont envie d'être sur le terrain ou qui ont envie d'être actifs. Et donc, c'est aussi leur donner une place très claire, très rapidement. Sur un schéma comme ça, c'est assez lisible et on sait où on va, on sait ce qu'on nous demande. Et voilà, et en termes d'accueil des nouveaux, c'est hyper important d'avoir ça. Ouais, je me posais la question sur la notion de plénière. Quand tu disais, voilà, on discute, enfin, toutes les décisions stratégiques, en tout cas, se prennent en plénière. Je me disais, est-ce que ça prend beaucoup de temps? C'est-à-dire, est-ce que c'est très long? Est-ce qu'il faut se donner 3 heures, 5 heures pour qu'on arrive à aboutir à quelque chose? Comment on arrive à prendre des décisions en plénière? Et puis, dès les phases donc de constitution de la liste, il y a déjà des plénières, c'est ça? Il y a déjà des moments, mais on est combien? On est 50, on est 60, on peut être plus? Après, là, c'est nous, notre fonctionnement à nous, mais les plénières, elles existent depuis octobre, mais elles ne sont pas décisionnaires. Les plénières, c'est aussi des espaces de réflexion où on a l'occasion d'inviter telle personne on a envie de faire une plénière sur l'économie de proximité, on a fait ça, ou sur le logement, en invitant des gens, tu vois, ça peut être juste ça, en termes de sur quoi on a envie de réfléchir. Et après, non, il ne faut pas que ça dure plus d'1 heure et demie. Vraiment pas. Donc, il faut se débrouiller. Non, mais juste comment on fonctionne à Poitiers collectif. Du coup, ouais, pas plus d'1 heure et demie, sinon tu perds les gens. Puis on n'a pas l'attention suffisante, en fait, individuellement. Donc voilà. Et du coup, les décisions, il faut que ça loge là-dedans. Il ne faut pas que tu fasses un gros truc. Ça dépend. Non, bah là, il faut travailler l'animation pour que ce soit efficace et que tu puisses arriver à une décision à la fin si c'est ça l'objectif. Donc oui, on travaille beaucoup avec des méthodes d'animation. Et là, pour le coup, il y a un petit groupe qui va travailler sur l'animation de cette plénière pour aboutir à voilà, bus gratuit, par exemple. Voilà, il y avait un petit groupe qui a travaillé sur comment faire cette plénière-là pour aboutir à une décision qui sera dans le programme après. Ouais, moi, il y avait 2 questions. Alors, au niveau du collectif, pardon, nous, on a fait la partie projet politique, donc la charte. Après, on souhaitait partir sur le programme et partir sur le fonctionnement interne. Et que ça, c'était 3 documents qui étaient à l'étape 2, là, et que c'était ça qui était signé. Parce qu'il y a un mode de fonctionnement dans notre groupe au niveau de la gouvernance partagée qui n'est pas nécessairement acquis, donc il faut expliquer, et que c'est plutôt à chaque fois vote à la majorité. Ben, on vote, et donc on vote à la majorité. Et une autre partie du groupe n'est pas nécessairement là-dessus. Il y a l'histoire du consensus, enfin, il y a plein d'autres choses.
Et donc, on voulait, avant que tout le monde s'engage, de clarifier le côté gouvernance partagée. Donc, moi, j'aurais besoin d'exemples de situations concrètes, pas sur, en termes d'organisation, comment le vote a été fait. D'accord et par exemple, notamment pour comment on choisit les candidats. Comment on clarifie que lui, il peut et lui, il peut pas. Que elle peut, elle peut pas. Que, voilà, de voir ça et de voir aussi peut-être qu'on n'a pas envie de voir arriver certaines personnes. Et comment aussi est-ce qu'il y a, comment on décide ça, de dire, ben toi, tu peux pas, quoi. Voilà. Et avec des exemples concrets. La demande est claire. C'est limite une exigence tout de même. Mais justement, ça va avec moi le petit cercle qui me manquait là. Donc c'était le comité de désignation de la liste ou comment est-ce qu'on construit le processus pour désigner cette liste-là. Et là, c'est l'étape où on y arrive là. Donc, on s'est organisé, on a défini des modes de décision peut-être qu'on voulait prendre dans chaque cercle ou alors qu'on voulait avoir lors de la plénière justement. Et puis on a mobilisé pour aller chercher encore des nouvelles personnes. Et donc là, on en est au moment où beaucoup de collectifs arrivent à peu près maintenant, qui est comment est-ce qu'on va désigner des candidats, candidates. Ce à quoi on invite, c'est d'essayer de définir une équipe avant de définir la tête de liste. En général, ce qui se passe dans le 95% des communes, c'est une personne qui arrive, qui dit « je vais être le maire, venez, vous êtes mes 3 amis, vous allez voir, on va faire ça comme programme ». Et puis après, quand il est élu, et je dis « il » parce que c'est très majoritairement des hommes, de plus de 60 ans pour la majorité d'entre eux, et c'est de dire, là, on essaye de faire l'inverse, c'est de dire on définit une équipe qui ensuite définit une tête de liste selon des critères particuliers. Et du coup, pour définir ces personnes ou cette tête de liste, ces têtes de liste, des fois il y a des co-maires, voilà, nous on a envie qu'il y ait 2 personnes qui soient maires, donc ce sera la personne et son première ou sa première adjointe. Nous, ce qu'on utilise comme processus la plupart du temps, c'est une élection sans candidat. Et là, moi je serais chaud qu'on le présente comme il faut parce qu'à la dernière fois, on a eu plein de questions à rebours là-dessus. Qui a déjà vécu une élection sans candidat ou sans candidate? 1, 2, 3, 4. Ok, la moitié. Donc là, on en est à la mobilisation, on a des nouvelles personnes. Il faut d'abord que vous ayez votre méthode de désignation des candidats. Savoir comment vous allez les choisir. Et là, nous, on n'est pas là pour vous donner une méthode très précise. On sait qu'il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ont été essayées, mais c'est souvent un mix de plein de méthodes. Qui sont le plébiscite. Alors, si vous voulez un exemple très précis, essayez de trouver quelqu'un pendant ces 4 jours de Archipel Citoyen de Toulouse. C'est eux qui sont les plus pointus là-dessus. Ils ont essayé des mélanges de dispositifs, mais c'est hyper intéressant. Donc, il y a peut-être pour faire un micro-retour là-dessus, ouais. C'est qu'en gros, ils ont tiré au sort des personnes dans la ville qu'ils allaient chercher soit par du porte-à-porte, soit avec des lettres. Et ensuite, il y avait des personnes qui étaient tirées au sort et d'autres qui étaient plébiscitées, au sens de moi, je trouve que Julie, elle serait super bonne candidate. Et du coup, on est 100 dans la ville à faire monter Julie. Et du coup, elle vient à une journée. Et pendant cette journée, il y avait des auditions citoyennes ensuite, où il y avait d'autres citoyens qui venaient et qui auditionnaient les personnes tirées au sort ou plébiscitées. Voilà. Et je crois qu'ils ont rajouté un petit coup de jugement majoritaire par là-dessus. Bon, bref. Ouais, voilà. En fait, je ne peux pas te donner d'exemple vraiment très défini. C'est vraiment en fonction de votre collectif, de ce que vous voulez faire. Le tirage au sort, c'est quand même super pour aller chercher d'autres personnes, mais ça implique d'avoir le temps, l'énergie, les personnes pour accompagner vraiment les gens. Il y a plusieurs listes qui ont fait du tirage au sort pour les candidats. Voilà, c'est beaucoup de travail. Faut vraiment se le dire. Mais c'est hyper intéressant d'aller à cet endroit-là. Mais voilà, il faut savoir que c'est beaucoup de temps et d'accompagnement. Il suffit pas de tirer au sort quelqu'un et de lui dire « Hey, tu es sur la liste ». Ça marche pas. Ou il va avoir peur, ou il reviendra jamais. Mais voilà, il faut vraiment l'accompagner et travailler ça. Donc, on dit que vous avez votre désignation des candidats et donc, du coup, il y a un moment donné, il faut faire une élection sans candidat pour avoir la tête de liste. Alors, élection sans candidat.
Nous, à Poitiers, on l'a fait avec les 20 premiers qui étaient la liste, sur la liste. Ce n'est pas les 20 premiers dans l'ordre, mais les 20 premiers qui ont été plébiscités, c'est les 20 premiers. Donc, on a fait une élection sans candidat avec 20 personnes, 19 exactement, mais voilà. Donc, tu fais une fiche rôle de c'est quoi une bonne tête de liste. Et pas c'est quoi un bon maire ou une bonne maire. C'est quoi une bonne tête de liste? Qu'est-ce qu'il faut comme il faut, je sais pas. Ben non, mais Moi, il je pense que par faut exemple, il faut qu'elle soit à l'aise à l'aise à la prise de parole en public. prise de parole en public. Ouais, voilà. Tu Il vois, faut que ce soit quelqu'un qui sache rassembler le collectif. Des choses comme ça. C'est vraiment des critères comme ça. Et là, il n'y a pas de mauvais critères. Chaque personne peut envoyer ses critères. On ne censure pas de critères. Une fois que tu as ça, une fois que tu as ta fiche rôle un peu, individuellement, chacun va dire, ben voilà, on prend dans l'ordre. Ben voilà, moi je verrais bien Michel parce que et tu argumentes, tu expliques pourquoi tu verrais bien cette personne-là, oralement, devant tout le monde. Donc et là tu commences et tu prends les personnes une par une et une par une les gens ils votent. Les 19. Oui, donc tu commences, tu fais un tour et tu notes les votes. Tu fais le tour. Une fois que tu as passé les 19 personnes, tu refais un tour où tu as le droit de changer ton vote. C'est-à-dire que j'ai été convaincue par l'argument de telle personne et donc du coup, je vais changer mon vote. Je ne veux plus voter pour telle personne, mais je vais plutôt voter pour telle autre. Ok. Donc, voilà. Parce qu'en fait, c'est les élections sans candidat, c'est pas l'élection en elle-même qui est le plus important, c'est vraiment ce qui se passe. C'est ce qu'on se dit des autres et ce qu'on entend. Et ça, c'est hyper fort. Ça se fait forcément de façon ouverte parce que j'avais entendu qu'il existait des systèmes d'élection sans candidat, mais à bulletin fermé où chacun vote pour quelqu'un. Non, c'est obligé. Enfin, c'est vraiment hyper important d'avoir cet argument du je vote pour Étienne parce que Étienne, je le verrais bien à tel endroit et tout ça. Et c'est là où en fait, tu as des gens qui émergent, qui auront toujours dit non, mais moi, je ne me sens pas capable d'être là, d'avoir ce rôle-là. Quel rôle, enfin, même si pour un directrice d'assaut, par exemple, il y a plein de gens qui vont dire ah non, mais moi, j'ai pas le temps, c'est trop gros pour moi. Et en fait, voilà, c'est le fait de pouvoir discuter et d'argumenter pourquoi tu verrais cette personne, et c'est toujours dans le positif, ben en fait, ça gonfle les gens. C'est trop bien, en fait, c'est des moments hyper forts. Peut-être par rapport à une crainte qu'il peut y avoir d'être à bulletin ouvert, du coup, comme on est dans des élections pour, on n'a pas à s'exprimer contre quelqu'un, on est vraiment toujours dans les arguments pourquoi cette personne elle est bonne pour ce rôle, ce qui fait qu'on a moins d'appréhension à s'exprimer et à expliquer ses arguments de pourquoi on vote pour. J'essaye de faire un peu vite parce qu'on n'a pas fini après, on en est qu'à la moitié du chemin. Et donc, une fois que tu as le nombre de votes, et ben en fait, tu commences. Alors, il y a plusieurs méthodes, mais voilà, nous, tu commences par la personne qui a eu le plus de votes. Et donc, tu dis, est-ce que vous avez une objection à ce que ce soit cette personne-là qui remplisse ce rôle-là? Et tu prends les gens un par un. Est-ce que tu as une objection à ce que ce soit cette personne-là? Est-ce que tu as une objection S'il y a des objections, tu le notes. Tu notes l'objection. Tu dis OK, je prends note. Voilà, tu fais le tour d'objection. Et ensuite, tu vois si ces objections peuvent être levées. Souvent levées par la personne qui a posé l'objection, qui dit en fait, moi, si c'était plutôt un binôme, ça m'irait mieux, par exemple. Ou si, tu vois, il y a. Donc des fois ça se lève, et puis si ça se lève pas, s'il y a des choses qui sont pas levables, genre je sais pas, moi je veux que ce soit une tête de liste femme, et là c'est un homme, et ben là ça se il faut aller plus loin, ou faut trouver une autre méthode, ou tu passes à la personne suivante, quoi. Et ça n'est que à la fin, une fois qu'il n'y a plus d'objection, que tu demandes à la personne est-ce que ça te va, est-ce que tu veux, et si tu veux pas, tu prends la personne d'après. C'est long. C'est long. Il faut absolument que ce soit une animation qui soit par quelqu'un d'extérieur. Absolument. Voilà.
Nous, pour l'élection sans candidat pour la tête de liste en 2020, ça a duré 4h30. Et franchement, on a levé les dernières objections. C'était de la fatigue. Voilà. Non, mais on va pas se mentir. Ouais. Voilà. Et peut-être pour donner un exemple, mais à Saint-Médard-en-Jalles, moi, si j'ai cet exemple en tête pour donner du concret aussi, que à la fin, plus personne n'a d'objection. Et même, il y avait quelque part une énergie pour dire ah, ça doit être cette personne, vraiment, tout le monde est assez d'accord. C'était un peu une surprise pour elle. Et elle avait une objection en mode bah, moi, j'en ai pas parlé avec ma famille, avec mon employeur. C'est compliqué, en fait, là, de vous dire oui maintenant. Du coup, ce que je vois pour pouvoir vous dire oui, c'est que je vous dis peut-être maintenant et je me donne 2 jours pour en discuter avec ma famille, mon employeur. Et 2 jours plus tard, elle est revenue en disant bah, écoutez, oui, ça le fait pour moi. Et du coup, aujourd'hui, après, elle était tête de liste. Voilà. Et du coup, bon, on arrive à la fin des désignations, si ça vous va. Et peut-être après, on verra si on a le temps pour d'autres questions en plus. Et du coup, c'est un moment de célébration à nouveau. Donc, je vous invite à... On peut même en faire 2 là, parce que c'est quand même une deuxième étape. Trop bien. Pour enchaîner avec ce que disait Julie tout à l'heure, il y a une phase peut-être de formation des candidats-candidates, au sens de s'il y a un tirage au sort, si plein de choses, mais il y a souvent des personnes qui ont du mal à se sentir légitimes de s'inscrire sur une liste électorale. Si on fait un tirage au sort et qu'on va chercher des personnes dans tous les quartiers de la ville, il y a des personnes qui peut-être auront jamais même imaginé s'investir dans une liste pour les élections municipales. Donc, typiquement à Grenoble, on prévoit de faire un tirage au sort avec un plébiscite, tirage au sort, et du coup, avoir un puis 2 week-ends où on se rencontre, juste pour se rencontrer, pour que les personnes se sentent un peu plus à l'aise. Et ensuite, un deuxième week-end où on va faire vraiment de la formation sur les enjeux de qu'est-ce que ça veut dire qu'être élu, qu'est-ce que ça veut dire s'investir dans une ville de cette taille, c'est quoi le territoire, etc. Donc, comme ça, des billes qu'on peut se donner ensemble. C'est une invitation aussi qu'on fait. C'est rarement fait, mais c'est vraiment une invitation forte quand même, d'essayer de réfléchir au fonctionnement municipal démocratique. Donc, en amont de gagner les élections, parce qu'évidemment, tout le monde ici va gagner les élections, en amont de ça, prévoir un peu comment on va s'organiser une fois qu'on a gagné la mairie. Est-ce qu'on a envie de garder les commissions telles qu'elles sont? Est-ce qu'on a envie de faire des groupes de travail qui sont plus ouverts? Est-ce qu'on a envie de faire des assemblées pour décider de tel ou tel sujet, etc. Comment est-ce qu'on va gérer le lien avec les agents? Voilà, plein de questions qui se posent. Et du coup, on vous invite à y réfléchir en amont. Et je pense aussi que c'est bien de réfléchir à, si je tire le fil, genre les délégations, comment vous les voulez? Qu'est-ce que vous voulez comme délégation? Enfin pas qui, mais quelle adjointure? Encore une fois, je dis pas qui, hein, mais c'est vraiment comment l'organigramme, les indemnisations des élus, l'idée, enfin, il faut pas exactement le chiffre, mais en tout cas, quelles grandes idées vous allez poser. Voilà, nous, on avait posé, par exemple, on veut pas le cumul des mandats entre adjoint et vice-président à l'agglo. Voilà, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est des grands principes sur lesquels c'est pas mal, très honnêtement, vu la tornade que c'est quand on est élu, c'est pas mal d'y avoir réfléchi un petit peu avant. Ouais, c'est ça. Schéma de gouvernance, une fois qu'on est élu. Ouais. J'avais besoin d'une précision, là, je crois que on parlait des 19 candidats, mais du coup, quand on parlait des 19 candidats, ce n'était pas tous les candidats de la liste. Si? Là, à Poitiers, c'était 19 personnes qui étaient sur le top de la liste. On prend ces 19 personnes pour faire l'élection de la tête de liste. D'accord, mais on avait déjà la liste complète. Non, ah. Alors, ok, alors pardon, donc je vais bien reformuler. Donc, techniquement, c'est possible, par exemple, on en a besoin de 30. On dit, mais en fait, pour l'instant, on est 20 à pouvoir être candidat. On se retrouve à 20, on choisit la tête de liste. Il nous en reste 10 à trouver pour être candidat en tant qu'élu et on va les chercher. Et on peut faire une élection sans candidat comme ça. On n'est pas obligé de dire on cherche tous les candidats, donc on a la liste complète, et de cette liste complète, on voit pour une tête de liste.
nous, à Poitiers, on est 53 sur la liste. Alors déjà, à 19, ça a pris 4h30. Alors si on faisait une élection sans candidat à 53, là, je pense qu'on y passe la semaine. Voilà. Tu peux le faire, oui, sûr. D'autant qu'il y a souvent des personnes non éligibles sur une liste. Et de fait, c'est en général des personnes qu'on va chercher un peu à la fin ou quoi. Et elles n'ont pas eu besoin nécessairement d'être dans l'élection sans candidat qui a mis en place la tête de liste. Donc, c'est un conseil, c'est bien dans l'explication que vous faites de l'élection sans candidat de dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir toute la liste pour faire une élection sans candidat. C'est bien résumé. Moi, pour revenir justement sur cette question de préparer la suite, c'est-à-dire l'après-élection, c'est intéressant de certes s'occuper de comment on veut fonctionner dans la commune, mais c'est aussi intéressant, moi je le vois pour l'avoir vécu, les contraintes qui sont celles institutionnelles, qui fait que vous aurez une commission communale des impôts directs, que vous le vouliez ou pas. C'est des éléments cadrés par le cadre légal qui fait que de toute façon, on va vous demander qui siège à la commission communale des impôts directs. Et ça, vous ne l'aviez pas prévu forcément dans vos commissions sur d'autres thèmes, quoi. Et ça, c'est intéressant d'avoir ces infos-là avant d'y arriver. Du coup, là, c'est le temps fort de la campagne. Il est temps, alors peut-être ça commence en novembre, décembre pour certaines personnes, peut-être en janvier, je ne sais pas, ça dépend. Mais de partir vraiment sur de la communication et de la mobilisation, j'allais dire à bloc, mais en tout cas vraiment à fond. Là, on y va à fond. Là où la première phase de mobilisation, c'était vraiment pour aller chercher d'autres personnes, pour être avec nous sur la liste ou faire vraiment partie du collectif lui-même. La deuxième, elle fait toujours ça, c'est-à-dire qu'on va chercher toujours des nouvelles personnes. À chaque fois que je vais toquer à une porte, si ça se trouve, la personne, elle est intéressée pour nous rejoindre le collectif et faire campagne avec nous. Mais en tous les cas, on essaye de se rendre visible au maximum, d'occuper le terrain au maximum et du coup d'être un peu partout tout le temps. Donc des flyers, des stickers, des actions de porte-à-porte, des actions sur le marché, des porteurs de parole. Il y a tout un tas d'actions et l'invitation, c'est d'être partout tout le temps et de vous faire plaisir, de vous lâcher et de faire des actions qui vous mettent en joie, quoi, qui vous font plaisir, où vous avez le smile quand vous êtes sur une action. Et à ce moment-là, c'est ça qui va diffuser et transmettre votre énergie, quoi. Oui, c'est ça. Essayer des choses aussi. Enfin, faut innover. S'il y a 2-3 personnes qui ont envie d'essayer un truc, laissez-les y aller. Franchement, voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on parle de vous à plein d'endroits différents. Et que ce soit dans le milieu institutionnel, associatif, voilà, les terrasses de café, ça marche très bien. Enfin, voilà, il faut vraiment faire un maximum. Et oui, plus sois ce que dit Nico, c'est que déjà, on y passe du temps. Pour arriver jusque-là, des fois, c'est un peu laborieux. Faut se marrer, quoi. Enfin, dire, c'est pas pour rien si on vous dit qu'il faut célébrer. C'est vraiment, il faut créer du collectif. Et c'est parce que vous aurez créé du collectif et que vous aurez eu des moments rigolos que du coup, vous serez plus fort après. Enfin, moi, je vois si on n'avait pas fait la fête et fait des trucs un peu marrants et si on n'avait pas pris du pied à faire la campagne, je pense qu'on s'entendrait plus maintenant parce que c'est 6 ans après, quoi. C'est sur du temps long et souvent, c'est des gens qu'on ne connaît pas avant. Donc, voilà. C'est une question un peu quand est-ce qu'on commence, mais sur l'élaboration du programme, est-ce qu'il vaut mieux avoir défini déjà des grandes lignes à une étape avant, ou est-ce que dans cette étape de mobilisation plus large, on est encore à modifier des choses dans le programme? C'est quoi les allers-retours dans les définitions d'idées politiques dans ces notions de mobilisation qui ne sont pas les mêmes à ces deux étapes? En fait, sur le programme, on n'a pas vraiment de ligne. C'est qu'il y a des listes qui ont fait des trucs très détaillés, des programmes ultra détaillés. Nous, on en fait partie, on a fait un programme très détaillé. Et puis, il y a des listes où c'est plutôt des grands principes. Et donc du coup, enfin voilà, et c'est un peu vraiment en fonction du territoire, du besoin, ouais, c'est hyper ouvert sur le programme. De ce que les habitants ils attendent aussi. Enfin, tu vois, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'on vient voir les gens avec des choses à leur proposer, ou est-ce qu'on vient voir les gens en les écoutant pour savoir s'ils veulent proposer des choses? Alors, si tu veux faire ça, c'est vraiment avant. C'est là. C'est là. Bah, l'écriture du programme peut vraiment, peut être un moyen de mobilisation ultra. Enfin, voilà.
Mais c'est vraiment à cet endroit-là. Ah, il y a un truc qui a fait 2 fois que ça m'a traversé, je me souviens. Peut-être on n'a pas trop parlé de comment écrire le programme, à voir à quel moment on déclenche ça. En tout cas, c'est cool d'avoir un peu un collectif un peu établi, un peu solide sur ses jambes. Et ensuite, une phase de stratégie, ça peut être, OK, on a envie de faire un programme, mais en impliquant le maximum, peut-être vous avez entendu à la boussole démocratique, mais en impliquant un maximum d'habitants et d'habitantes du territoire. OK, du coup, est-ce que dans la phase de mobilisation qu'on a là, à chaque porte-à-porte, on va toquer, on va avoir des cahiers pour dire, OK, et si vous étiez maire, qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre ville dans le prochain mandat? Ah ben moi, en fait, j'ai plus de boulangerie en bas de chez moi, ça me rend la vie compliquée, etc. Ah ben moi, j'ai des problèmes d'insécurité. Ah ben moi, je vois que la pollution de l'air, c'est vraiment un sujet pour la ville et que je changerais ça, ça et ça. Et donc, on peut recenser tout ça et en faire des groupes de travail. Ou alors, on a envie d'avoir les personnes elles-mêmes qui participent au groupe de travail. Toc, toc, toc. Bonjour, qu'est-ce que vous aimeriez changer pour les prochaines élections municipales? Super. Est-ce que vous accepteriez de venir jeudi prochain à 18h pour participer à un temps qui parle de la mobilité, par exemple? Voilà, il y a plein de façons de définir le programme, mais en tout cas, ce qu'on invite aussi, c'est à le faire de la manière la plus inclusive possible, qui respecte, entre guillemets, votre capacité aussi à écrire la fin du programme. Parce que c'est bien beau de dire on veut faire des groupes ouverts au maximum avec tout le monde, c'est génial, on aimerait discuter de tout, tous ensemble. Mais en fait, est-ce qu'on a la capacité après de mettre sur le papier ce qu'on a envie de faire ensemble? Et pour moi, c'est cool quand même là d'avoir quelques lignes un peu directrices ou des lignes fortes, des 5-10 mesures fortes qu'on a envie. Ça permet aussi de donner à voir à la personne chez qui on toque à qui elle s'adresse, quoi, qui elle parle. Carrément. Et en même temps, tu le disais, il y a des collectifs qui font campagne sans réel programme. Il y a des collectifs qui font campagne en disant écoutez, nous, on décidera de tout ensemble une fois qu'on sera à la mairie. Ça dépend des contextes, vraiment. Et juste un truc, c'est ça que je voulais dire. Là, au niveau de la mobilisation, là, nous, à Poitiers, je reste persuadée, nous, on était vraiment les outsiders, quoi. Personne ne nous a vu arriver. Et en fait, on avait un principe, c'était qu'on était toujours positif. Donc, on n'a jamais tapé sur le maire, le maire ancien, quoi. Même si on essayait, même les autres listes qui essayaient de nous taper dessus, on traversait. Franchement, c'est pas facile de ne pas répondre, mais je pense, ça c'est mon opinion personnelle, je pense que les gens, ils en ont marre des guerres politiques, de partis, machin, ils ont envie de frais, quoi. Ils ont envie de frais, de gens qui les écoutent, des gens qui proposent des trucs un peu fun et qui ont vraiment l'envie d'y aller, quoi. Et pas des gens qui vous serrent la pince sur le marché et qui vous regardent pas, quoi. Donc voilà, moi je vous invite à pas trop rentrer dans les guerres intestines politiques, même si des fois c'est pas facile. Et si on vous attaque, continuez, vous êtes sûr de ce que vous faites, vous tracez, quoi. Voilà. Et je pense que ça marche, ça. Voilà. C'est un perso. Et il y a plein de formations aussi avec l'Institut Alinsky, avec plein de types de collectifs pour se former sur des questions de mobilisation, d'organizing aussi. Comment est-ce qu'on fait pour que le collectif il grandisse très vite? Plein de choses, de principes de bénévolat qui sont bien à mettre en place, mais qu'on n'a pas trop le temps de discuter maintenant. Vous êtes à fond, on toque des portes, on fait des actions de fou, on achète des bus, enfin des trucs fous, quoi. À ce moment-là, on arrive en février, on dépose la liste, on prépare l'entre-deux tours parce que peut-être qu'il y a des pronostics, peut-être que, etc. On passe le premier tour, on est évidemment loin devant au premier tour et on gagne le deuxième tour. Bravo. On a une mairie. Bravo. Trop bien. Bravo. C'est cool de prendre ce moment-là pour célébrer. Et puis après, on met en place le schéma municipal qu'on avait décidé juste avant. Là, il nous reste 10 minutes. On se dit que voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Ouais, là-bas. Oui, du coup, là, les personnes sont déjà désignées, ils sont déjà classées. En fait, le maire est déjà connu et ainsi de suite. Au moment là, on a gagné
Et c'est pas au conseil que ça se passe, ça avait déjà été vu en amont. Légalement, c'est le conseil municipal qui le met en place. Et il y a une personne à mettre en tête de liste. Alors, pour les juste expérience des grandes communes qui ont l'ordonnancement à faire, pour les plus petites, c'est ça, il y a il y a la parité et l'ordonnancement, c'est c'est là. C'est là et c'est pénible. Enfin, voilà, c'est un moment assez pénible, mais c'est intéressant quand même. Nous, une fois qu'on avait les 5 derrière, une fois qu'on avait les nous à Poitiers, c'est 53 candidats. En fait, on a fait un sondage aux 53 pour savoir s'ils voulaient être premier quart. Premier quart, tu es sûr d'être élu, et même dans l'opposition. Deuxième quart, tu as un peu moins de chance, mais quand même, tu peux être élu avec l'agglo aussi. Tu peux être élu dans l'agglo. Troisième quart, tu as un peu moins de chance. Quatrième quart, c'est un peu soutien. C'est soutien. Donc, on a fait un sondage en ligne là, des 53. Ouais. Et donc, on aurait dû s'en douter, hein, mais tous les hommes étaient au début et toutes les femmes étaient à la fin. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà. Non, mais voilà, c'est plutôt très intéressant. Et après, il faut mettre l'ordre. Alors, si vous avez la joie d'avoir des partis, les partis aiment bien être en début de liste parce que du coup, ils ont plus de chances d'être élus et ils ont plus de chances d'avoir des reversements dans leur parti. Donc, il faut savoir ça. Il faut savoir jouer aussi ça. Et ils aiment bien aussi être dans les agglos, les communautés urbaines ou les métropoles. Donc voilà, c'est des codes qu'il faut apprendre. Ça peut être un peu long, mais c'est intéressant quand même à faire. Et c'est aussi une visibilité de la liste. Les gens, ils aiment bien. C'est important le premier ou la première sur enfin après le maire, après la tête de liste. Le premier dans l'ordre et tout ça, c'est aussi important. Il faut que ce soit. Et c'est bien si c'est des gens un peu connus des uns et des autres, quoi. Voilà. Et oui, et aussi, parce que ça, c'est un truc qui se dit souvent. L'ordre de la liste ne fait pas l'ordre des adjoints une fois qu'ils sont élus. Oui, je voulais juste revenir par rapport à la question, les petites communes, l'ordonnancement, notamment dans les petites communes. La chose qui se joue d'abord, il me semble, c'est ceux qui seront élus à la Comcom avec la commune. Donc ça, après, c'est immuable. Mais après, en interne, au conseil municipal et à la Comcom, on élira les vice-présidents, les conseillers délégués, les adjoints, etc. Et là, l'ordre est quelconque. Si ce n'est qu'il doit y avoir parité selon les communes ou les Comcom, je ne sais pas. Parité pour toutes et tous. C'était une toute petite question par rapport à ce que tu disais sur le reversement dans les partis qu'ils ne comprennent pas, en fait. Puisqu'effectivement, depuis le début, et c'est aussi comme ça que ça a été fait en fait chez nous, oui, tu as ton étiquette, c'est ton étiquette, elle est à toi. Quand tu es en fait dans la communauté, en fait, c'est pour la communauté. Donc, et là, tu parlais de reversement donc, dans les partis. Donc, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais il n'y a rien à cacher. C'est que du coup, si tu es un parti politique, tu reverses un pourcentage de ton indemnité au parti. Donc du coup, les partis ont plutôt intérêt à ce qu'ils aient des adjoints plutôt que des délégués simples. Ou des vice-présidents. Enfin voilà, mais c'est mathématique, hein, c'est pas. Oui, moi j'ai juste une question sur le. J'ai bien suivi tout le parcours. Il y a une question qui me titille et c'est pas les accords entre partis, c'est plutôt à quel moment on sait ce qu'on pèse en tant que liste citoyenne. C'est-à-dire si je vais jusqu'à désignation des candidats et que avant de déposer la liste, il y a un accord avec des listes de gauche, par exemple, avant le dépôt de la liste du premier tour. Bah si, enfin, du coup, est-ce qu'il vaut mieux aller jusqu'au bout du premier tour et ensuite faire des accords au deuxième tour? C'est juste ça qui n'est pas clair pour moi, en fait.
En fait, si on veut négocier avec les autres parties à un moment donné, il va bien falloir qu'on dise nous, on représente tant de pourcentage. Mais si on n'a pas été jusqu'au premier tour, on ne saura jamais combien on pèse. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, si par exemple, sur Le Havre, tant qu'il n'y a pas un sondage qui est sorti qui dit voilà, Édouard Philippe tant, machin, liste citoyenne 12, si on sait qu'on fait 12, on peut aller jusqu'au premier tour et puis être remboursé, ce qui pose les questions de remboursement. C'est pour ça que dans tout le truc là, sans parler des accords entre parties, je ne sais pas jusqu'où il faut qu'on aille de façon autonome en liste citoyenne. Je crois que tu connais ma réponse, mais non, mais juste nous, si je te donne l'expérience de Poitiers, en fait, il n'y a jamais eu. On a appris après, on est allé jusqu'au premier tour. Et il n'y avait pas de sondage. On n'existait pas trop les journalistes nous regardaient pas trop, enfin, de loin. Et en fait, on a appris après qu'il y a eu un sondage qui a été fait par les élèves de Sciences Po. Et en fait, l'ancien maire a interdit aux élèves et a même parlé au directeur de Sciences Po pour que le sondage ne sorte pas parce qu'on commençait à monter. Et c'est juste un exemple. Et en fait, je ne suis pas sûre qu'il faille savoir combien tu pèses. Même pour faire des accords avec les autres, c'est que tu pèses ce que tu as envie de peser. Enfin, tu vois, il y a un moment, il faut tracer, quoi. Enfin, je sais pas comment te le dire autrement, mais pour moi, les calculs d'apothicaire de sondage, en plus, on sait bien ce que ça donnait sondage, pardon, mais enfin, voilà, c'est une réponse de Donc, Normand. en gros, ce que tu dis, c'est d'aller jusqu'au premier tour, quoi qu'il arrive. Ok. Bah, peut-être une autre réponse, c'est nous à Grenoble, on est à peu près sûr de faire 5% en fait, parce qu'il y a une liste en partie participative il y a 6 ans qui avait lancé un mouvement et qui a fait 2-3%, je sais plus. Et du coup, avec les personnes du collectif, on se dit, on est confiant de faire 5%. Est-ce qu'on fera 5, 7 ou 9? On ne sait pas. Par contre, on y va à fond et on se dit qu'on va faire 5%. Et après, on verra. Parce qu'en fait, la seule réelle mesure qu'il y a à ce moment-là, c'est l'élection en elle-même, déjà. Et en plus, qui est biaisée par le mode de scrutin, par le taux de participation, etc. Donc, c'est une mesure qui est hyper faussée. Il y a ça. Et après, à voir avec des personnes hyper ancrées dans le territoire. Moi, je vois que, je vois que j'ai des relais dans certains quartiers de Grenoble qui me disent, en fait, si telle personne commence à en parler, c'est que quand même, vous avez touché assez large, tu vois. Donc, il y a quelques personnes comme ça ou des réseaux qui peuvent être des indicateurs aussi. Voilà. Mais allons-y à fond, quoi. Eh ben, merci beaucoup.